t'es foutu. Foutu, foutu. Je dis ça parce que j'en ai vu pas mal qui font... ils le mettent 2-3 fois dedans, et puis ils prennent de la mousse. Et investir dans un espèce de grillage, un grit guard. Je te salue, jeune beau gosse et jeune belle gosse. Avant tout, je te remercie d'être venu sur cette nouvelle vidéo qui va être beaucoup plus courte que la précédente. Apparemment, c'est trop long et on se gave. Donc, on va essayer de faire plus court. Nouveau petit papier ici pour discuter des sujets qui dérangent un petit peu. Et prochaine vidéo, normalement, on passe à de la pratique. L'un des premiers sujets que je voudrais qu'on discute, c'est concernant les années. C'est concernant les voitures des années 90, 80, 90, 70, 2000 à 2020, VS 2020. Pourquoi? Parce qu'on a un gros problème au niveau de la qualité des matériaux de construction. C'est ça, hein, matériaux de construction. Matériaux de finition de l'intérieur de la voiture. En fait, tout ce qui est finition dans ta bagnole, que ce soit chez Mercedes, on appelle ça piano black, le plastique noir brillant. Le noir laqué, que ce soit les plastiques, que ce soit la finition du tableau de bord, que ce soit même le poignet de la porte. Avant, tu ouvrais ta porte, tu avais un poignet qui faisait pas plus long que ça. Bon, ça dépend les marques des voitures, mais tu as compris, pas plus long que ça, qui était en plastique. Tu pouvais tirer comme un taré, il ne cassait pas. Et même s'il cassait, tu allais le changer. Tu avais 2 ressorts, c'était nouveau, nickel, bien mis en place. Aujourd'hui, tu as des poignées en alu. Donc le truc en aluminium, si par malheur, tu as ton smartphone dans la main, ok, et tu es super pressé, tu veux ouvrir la porte, donc le plastique, si tu veux, il est plus résistant. Parce que celui-là, avec le temps, j'ai l'impression qu'il se refait, c'est comme s'il se régénère. Tu vois, plus le temps passe dessus, moins tu observes les défauts qu'il y a dessus. À cause de la saleté, j'ai envie de dire. Et même, tu le chauffes ou bref, tu changes tout simplement ton poignet qui est en plastique. Ici, tu rayes ton poignet avec ton smartphone ou bien tu as une bague, tu as des bagues, tu as des chevalières, tu es un chevalier et tu veux ouvrir ta porte et tu rayes ton poignet, il va rester là-dessus. Vas-y pour changer ton poignet en alu. Donc, morale de l'histoire, les voitures sont beaucoup plus obligées aujourd'hui à venir entretenir, protéger leur intérieur par rapport à celles des années 90. On commence. Les plastiques de la console centrale. Les plastiques de la console centrale, que ce soit des finitions en boiserie, que ce soit du plastique du noir laqué, que ce soit... Qu'est-ce qu'il y a encore? Que ce soit du carbone. Et quoi encore? On en a dit 4, c'est assez. Avant, tu n'avais pas ça. Avant, tu avais une espèce de plastique caoutchouqué comme ça, tu as observé? Tu appuyais dedans, ton doigt est rentré à demi-centimètre. Tu sentais que ce n'était pas ultra dur. Aujourd'hui, tu as collé un coup de rayure avec un élément, peu importe, que ce soit ton smartphone, ta montre ou tout simplement quelque chose de dur, tu es foutu. Foutu, foutu. Tu as besoin de quoi alors? Tu as besoin de PPF. Ou bien certains s'amusent à mettre de la céramique. Une céramique à l'intérieur de la voiture. Non, ça fait... C'est de la poussière dans les yeux. Ça ne fait rien du tout. Donc, les voitures des années 90 par rapport aux voitures des années 2000, c'est incomparable au niveau des matériaux de finition, au niveau de la résistance et aussi de l'esthétique. Donc, plus les voitures deviennent jolies, plus elles deviennent fragiles. C'est un peu un paradoxe bizarre, mais c'est un peu le cas. Parce que ce n'est pas pour autant si tu montes dans une Ferrari que tout est beaucoup plus fragile que dans une Mercedes ou une Volkswagen. Non. Mais moi, je parle ici de la génération des matériaux de construction dans les voitures. Que ce soit les plastiques ou le cuir, ça n'a plus rien à voir. Avant, un cuir dans une Maserati ou une Porsche ou une Ferrari ou comme vous voulez. Je parle des Maserati, pas parce que c'est mes préférés, mais ils étaient vraiment, et même aujourd'hui encore, très très forts là-dedans. D'ailleurs, l'usine qui produisait pour eux s'appelle Paltrona Frau. Ils produisent pour eux depuis 1912, si je ne me trompe pas. Enfin, pour eux. Ils produisent du cuir depuis cette époque apparemment et c'est une qualité hors norme. Tu ne peux pas comparer au cuir que Mercedes te met aujourd'hui dans les voitures. C'est à mourir de rire. Moi, j'appelle pas ça du... J'ai un ami qui appelle ça de la tôle. C'est con, mais de la tôle, ça voudrait dire « Ah, c'est super résistant ». Non, non, c'est moche. Ils recopient, ils essayent d'imiter l'effet du cuir, l'effet, la structure du cuir,
Et en fait, si tu mets un coup de couteau, tu retournes ça de l'autre côté, c'est du simili-cuir, etc., etc. Donc, tu n'as plus du réel. Mercedes classe S, à la limite, là, tu as encore du cuir réel. CLS. Classe E, déjà, tu dois commencer à mettre les options, mon coco, sinon, tu n'as pas de cuir. Ok, on continue plus loin avec un très très gros problème dans le monde de l'esthétique automobile qui il commence à me taper réellement sur les nerfs. Tu as plein de guignols sur YouTube, et je dis des guignols parce que c'est des guignols, ils ne savent pas de quoi ils parlent, qui ils te disent que la technique des deux sauts. J'ai déjà fait la vidéo où je suis en train de laver une M2 avec la technique des deux sauts et j'ai expliqué dans la vidéo, mais apparemment beaucoup de gars, des amis qui on se rencontrait après dans la réalité, ils disaient mec, j'ai rien compris de ce que tu racontais, c'est pas compréhensible. C'est très simple. En fait, j'ai développé une espèce de théorie qui reflète la maladie de ces personnes-là. J'appelle ça maladie. J'appelle ça le syndrome de l'enfance. C'est quoi le syndrome de l'enfance? Le syndrome de l'enfance, c'est pour moi un enfant, plus on descend dans l'âge, plus il est petit, plus il est inconscient ou insouciant, on va dire. Donc il s'en fout de papa, maman, il a ou il n'a pas, lui il doit être servi. Les problèmes de la vie, etc., les dangers, n'importe quel sujet tu voudrais aborder avec lui, lui il est à l'ouest. Plus l'enfant grandit, qu'est-ce qui se passe? Il devient de plus en plus soucieux. Il commence à se rendre compte des problèmes, commence à comprendre, c'est quoi la vie, ok. La même chose pour moi, les personnes qui crachent sur la technique des deux sauts, ils ont le syndrome de l'enfance. On va prendre vraiment, le detailing, il est basé sur la logique. Ça, c'est quelque chose de central. Donc, tu ne peux pas nier ça. Le detailing, l'esthétique automobile, elle est basée sur la logique. Et beaucoup d'autres domaines sont basés sur la logique. Mais ici, il est basé vraiment sur une logique pure. Tu prends on va faire très simple. Tu prends une éponge pour laver ta vaisselle. Tu l'imbibes dans de la poussière, tu la fais rouler sur le sol. Donc, tu prends ton éponge pour laver la vaisselle, tu te mets 4 verres d'eau, et logiquement, qu'est-ce qui se passe une fois que ton éponge elle est défoncée, elle est dégueulasse? Tu la trempes dans chaque verre. Le premier verre il va être le plus sale, le deuxième le moins sale et ainsi de suite. Bien sûr, tu vas me dire, oh, il n'y a pas une grosse différence du premier au quatrième. Juste, si on devrait calculer par millions de bactéries et de saletés, dans le premier, il y en a moins que dans le quatrième. Donc, c'est quelque chose de logique. Le guignol qui te dit, non, ça ne sert à rien, c'est du marketing. Coco, si, ça sert à quelque chose. Parce que le fait, il y en a beaucoup qui viennent avec l'argument, le seau qui te rince le gant, il se mousse et il se remplit de shampoing tout autant que le deuxième. Mais on s'en fout. Mais alors, tant mieux, il va se lubrifier mieux ton gant. Ton premier seau, une fois que toute la mousse s'est évaporée, ou elle a séché tout simplement, tu regardes le fond, il est exécrable. Ok, il est défoncé. Le deuxième seau, il est beaucoup plus propre. Il a de la saleté aussi. Et je vais te dire, même le deuxième seau, pour moi, c'est un seau de rinçage presque, parce que là-bas, j'ai mon shampoing. Mais je ne vais pas non plus pulvériser, m'amuser à pulvériser à chaque fois mon shampoing sur la voiture qui va sécher pour ensuite venir vite avec mon gant et rincer dans un seul seau. Non, tu en prends 2 et tu pourrais même en prendre 3, oui, même 5. Si tu en as 5 de stock, prends-en 5. Tu sais quoi? Plus de seaux tu as, moins ton gant sera sale. Et il y en a plein qui mettent leur gant ainsi. Et puis ils le serrent. Non. Tu prends ton gant, tu le mets dedans. Rince-le, appuie dessus. Racle-le. T'enlèves toute la saleté. Une fois que tu as fait ça, là tu le mets dans le deuxième. Tu crois que de la même manière, la saleté va descendre dans ton seau si tu fais que ça 2 fois, 3 fois ou 5 fois, que si tu le trempes bien dedans et tu le racles bien comme il faut. Je dis ça parce que j'en ai vu pas mal qui font, ils le mettent 2-3 fois dedans et puis ils prennent de la mousse. Et même là, quand il sort la mousse, tu as plein d'eau qui coule. Non, non, oh, tu le mets dedans, tu as pris ton shampoing, serre-le, ne les sors pas, serre-le un tout petit peu pour que tu t'en fous pas partout. Et là, tu commences à nettoyer ta voiture. La technique des 2 seaux, elle est basée sur, si tu veux du marketing, ouais, peut-être qu'il y a du marketing. Va prendre toi-même un seau, va te trouver et investir dans un espèce de grillage, un grit guard, pour essayer de garder au maximum, au fond, toute la saleté. Il y a 2 systèmes de grit guard, donc le filtre du bas du seau, il y en a 2. Le classique, c'est vrai qu'il ne tient pas grand-chose, mais les palettes qui sont à l'intérieur, en dessous, elles permettent à ce que l'eau en dessous ne se moue pas.
C'est ça, hein, elle ne se moue pas. Pour que l'eau ne bouge pas, si tu veux, en dessous du filtre où il y a les palettes, l'eau ne va pas bouger. C'est vrai que si tu fais ça et tu retires vers le haut très fort, c'est vrai que tu as de la saleté qui va remonter. Deuxième modèle de filtre, c'est le filtre qui est vraiment beaucoup plus étudié à ce que ta saleté ne remonte pas. Et ils ont fait un test et je vais trouver cette vidéo. Ils te mettent des particules rouges, fluorescentes si je ne me trompe pas, et ils font le test avec les deux seaux et on te montre clairement comment la saleté ne peut pas remonter avec le deuxième filtre qui est beaucoup mieux élaboré. Donc les guignols qui s'avisent à dire non, c'est une technique qui ne fait pas ses preuves. Les gars, ne mettez même pas de filtre, j'ai envie de dire. Vous allez voir que le premier seau, il devient complètement noir et le deuxième, il est beaucoup plus propre. Ça veut dire quoi? Que ton gant, lorsque tu reprends de la mousse du deuxième seau, il est beaucoup mieux rincé. Tu prends un seul seau, tu fais la technique du guignol, du syndrome de l'enfant, eh bien ton seul seau que tu as, il va devenir super sale et tu vas avoir beaucoup plus de crasse sur ton gant et tu vas rayer ta voiture. Voilà. Tu fais comme tu veux. Je t'ai donné mon avis et pour clôturer sur ça, et je pense que c'est pas fini, hein. Donc des vidéos, il va y en avoir de nouveau sur cette technique et je vais en refaire spécialement. Je me dédie à cette technique à ce que je prouve une bonne fois pour toutes et j'attends des contre-arguments de la part de n'importe qui que c'est véridique cette technique. Cette technique, elle est trouvée par des gars qui ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine que moi et des guignols qui en parlent. Ils ont réussi à prouver pour justement montrer aux consommateurs, aux detailers, aux passionnés, qui vous voulez, que c'est mieux d'avoir deux seaux qu'un seul. Et en plus, c'est tellement débile que ça tient de la logique. C'est logique. Tu trempes même ta main qui est super sale dans 20 récipients différents, le dernier sera beaucoup plus propre que le premier. Parce que le premier, il a tout encaissé. C'est débile, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte que c'est si simple que ça? Que c'est si logique que ça? Ok, on passe à autre chose. La protection de ta voiture et la protection de ton... On va reprendre le modèle du smartphone. Tu achètes un smartphone qui te coûte 1000, 1500. Le premier réflexe de quelqu'un qui veut avoir une longue expérience avec son smartphone, c'est protection de coque arrière, protection de l'arrière et protection de l'écran. Combien est-ce que ça vaut cette protection? Si tu te prends un truc personnalisé, tu peux arriver dans les 100 balles. Et pour la protection de l'écran, tu es à 20, 30, 40, 50, tout dépend où tu achètes ta protection de ton écran. Tu protèges ton smartphone parce que tu as envie de l'avoir jusqu'au moins au prochain modèle et parce que c'est vraiment dommage de le rayer, de le défoncer. Même s'il est fonctionnel, ça te gratte au niveau des yeux. Tu n'as pas envie de voir ça, tu as payé 1500 euros. Déjà, tu vois où je veux en venir. Tu as une voiture qui coûte 20, 30, 40, 50, 100 000. On est depuis minimum 10 ans dans le domaine de la protection de la voiture. Tu lui parles d'une espèce de protection à ce que la couleur de sa voiture soit beaucoup plus jolie dans le temps, qu'elle perdure dans le temps, et le mec, il ne le fait pas. Et il te dit combien pour un vrai polissage et une bonne céramique qui te garde au moins 3 années 1000, 1500 euros. Non, mais ça va pas à la tête ou quoi? Je vais repeindre ma voiture pour cet argent. Il va la repeindre. En fait, 10% de 1500 euros, on est à 150 euros. On ne demande pas, même pour les smartphones, on ne te demande pas 10% de la somme. On te demande 5%. Presque. Tout dépend bien sûr de la protection. Donc ton téléphone il coûte 1500, tu vas payer 70, 80, voire 100 euros si tu prends les deux et des trucs personnalisés. Tu achètes une voiture à 100 000 euros, on ne te demande pas 5% de la somme qui voudrait dire 5 000. On te dit toute la gueule de la voiture se prend des coups de pierre dans la gueule. Rétro, pare-brise, capot, pare-choc, phare. Protège juste l'avant de ta voiture. Il peut te coûter, on parle en PPF ici, protection, film de protection, entre 1500, 1200, 2000 euros. On va prendre une moyenne. 1650 euros. Le mec, il te dit, écoute, je préfère peindre mon pare-choc et mon capot une fois par an, si c'est le cas. Ça me revient moins cher. Premièrement, ta peinture originelle, t'oublies. Donc c'est fini complètement. Deuxièmement, une différence de teinte énorme. Déjà, le pare-choc, il n'absorbe pas de la même manière la peinture que l'aluminium. Et d'origine, on voit déjà une différence de peinture. Mais en plus, si tu vas chez un garage indépendant, là, tu es mal barré. Quoique oui, tu as des gars qui te font des voilages, donc ils te peignent ton pare-choc et ensuite il va sur les côtés. Ça, c'est vraiment pour les extrémistes, pour les puristes, ouais, les perfectionnistes. Ce qui est dingue là-dedans, c'est que tu payes ta voiture 20 000 euros et quand tu dois la protéger avec une céramique par exemple, qu'on te polie et on doit mettre une céramique, automatiquement, c'est trop d'argent demandé. Ce qui est fou là-dedans, c'est que si on devrait reporter le prix de la protection d'un smartphone et le prix du smartphone à une voiture et qu'on te dise, voilà, tu dois payer 5% de la somme pour le protéger, je
Je pense pas qu'on dirait non. Mais parce que dans la tête des gens, c'est 1500 et je paye 60, 70, voire 100 euros. Ce n'est pas cher, c'est dans les dizaines. Quand tu rapportes ça à des milliers d'euros ou des centaines d'euros, automatiquement tu dis « Oh, mais c'est monstrueux comme prix. » Oh, Coco, la voiture, elle a justement un prix beaucoup plus colossal qu'un smartphone. Et la protection de cette voiture te coûte incroyablement moins cher. Si on devrait reporter le prix de protection de la voiture, du prix de la voiture totale, au prix du smartphone, ça reviendrait à 20-30 euros pour protéger ton smartphone. C'est dingue. J'arrive pas à le comprendre. Pourquoi et comment? Et ce qui est fou là-dedans, c'est que pour protéger ta voiture, on demande des journées de travail. Donc le mec, il est dans le garage, il transpire pendant 1, 2, voire 3 ou 4 jours. Tout dépend de combien il est calé dans le sujet du polissage et de la céramique. Un mec, il te dit, ouais, ça a valu la peine, mais ça me paraît quand même un peu cher. Le mec, il te met la protection du smartphone en 10 minutes, chrono. Tout de suite, tu payes la somme parce que tu dis, ah, c'est dans... Mais quand c'est pour protéger ta bagnole qui, reportée au prix du téléphone, coûterait 30-40 euros, ça, c'est trop cher. Le pire là-dedans, c'est le gars, même qui n'a pas protégé sa voiture, qui, à la revente, il se ramasse dans la gueule. Parce qu'il a été radin au départ et donc à la fin, tu payes les frais. C'est triste, hein? C'est dingue, hein? Donc, tu protèges, tu fais, mais absolument rien. Tu laves bien ta voiture, mais en fin de compte, c'est fini. Il y a des gars qui montrent qu'ils n'ont pas mis de céramique du tout, mais parce qu'ils ont super bien respecté la technique du lavage, la voiture, elle est impeccable. Super, tant mieux. Mais l'état du vernis, donc tu as la couche de base, donc l'aluminium si tu veux, ou la fibre de verre, ou ce qu'ils utilisent pour mettre dans le pare-choc. Ensuite, tu as le primer, le filler, la couleur de base, donc la couleur, et ensuite tu as le vernis. Le problème, c'est que si tu ne fais aucune protection sur ta voiture, au moins une céramique, ton vernis, il va ternir, il va prendre un effet de, pas de jaune, mais un peu plus grisâtre à cause du soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, et des lavages ultra agressifs avec des pH 14 dans les produits de nettoyage, et au final, ton vernis, il va ternir. Donc, on va appeler ça la couleur. Ta couleur, elle va prendre un coup. Si tu mets au moins une protection céramique, eh bien, ton vernis et tout ce qui suit en dessous va être beaucoup mieux protégé. En d'autres termes, la voiture année 2020, 2023, donc 3 ans plus tard, elle est encore dans l'état d'origine. Si tu as respecté surtout les modalités, le système de lavage. Je voudrais m'arrêter ici pour cette vidéo qui me tenait à cœur de parler surtout de nouveau de la technique des deux seaux et parler sur le prix et la valeur qui n'est pas donnée pour le travail d'un esthéticien auto. C'est triste. C'est vraiment triste. Pourquoi? Parce que ce qu'un gars dans un garage d'esthétique auto fait, le carrossier ne peut pas faire. Il y a quelques mois, je parlais avec un ami qui peint des voitures depuis plus de 16 années et je le formais à polir sa voiture. Je le formais à polir les voitures après la peinture et il me regardait comme si j'étais venu de la planète Jupiter. J'arrivais pas à le croire, je me suis dit mais les gars, vous êtes toujours dans ce domaine, vous êtes tout le temps les yeux dans la peinture, le vernis, Non, ils font du polissage avec la rotative. Donc la polisseuse rotative, on va voir ça sinon dans les vidéos qui suivent. Tu as plein d'hologrammes. On va voir aussi ce que c'est les hologrammes. Et le client final, quand il vient, il voit une toute nouvelle et toute belle peinture qui est ravagée par un polissage qui est mal fait. Donc le métier de polissage, c'est un véritable métier. Ça n'a rien à voir avec un nettoyage. Un nettoyage, tu prends tes machines, tu ouvres YouTube, tu regardes 2-3 vidéos pour t'inspirer, tu sais nettoyer ta bagnole. Il n'y a rien de fantastique là-dedans. Pour polir une voiture, là, on discute différemment. Je ne voudrais pas être trop long, jeunes viewers et jeunes viewers, jeunes beaux gosses et jeunes belles gosses sur ces sujets-là. Je reviendrai avec une nouvelle vidéo pratique. Pratique qui veut dire, peut-être on va faire quelque chose sur le polissage, n'est-ce pas? On va regarder ce que c'est le polissage et la différence fantastique qu'un polissage te fournit. La différence d'un 50-50, donc 50 polis, 50 non polis, qui est incroyable. Pour moi, elle est fantastique et c'est ce qui m'a toujours gardé amoureux de ce domaine, c'est l'effet before-after.
before and after du domaine de l'esthétique auto. Parce que c'est tellement rapide et tellement différent d'il y a 2 minutes avant de polir que tu dis mais c'est obligé que toutes les voitures vivent au moins une fois ça dans leur vie. Tellement ça donne une brillance fantastique. C'est incroyable. C'est incroyable. Et même si tu n'as pas forcément super rayé ta voiture, ça mérite parce que ça donne une brillance fantastique. Et pour sceller ce travail, tu viens mettre une céramique. Jeune beau gosse et jeune belle gosse, je m'arrête ici. On revient la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, plus pratique. Voilà, donc le gars qui monte, il me fait ça derrière la caméra, comme ça. Ouais, exact. Je suis un peu malade, désolé. Et nouvelle vidéo pratique pour voir ce que c'est un polissage avant-après. Ce que c'est une polisseuse rotative, ce que c'est une polisseuse orbitale. On va voir ça aussi dans la même vidéo. Sur ce, jeune beau gosse et jeune belle gosse, je te salue et n'oublie pas, les détails font la perfection. La perfection n'est pas un détail. Je te salue.